Bien, nous arrivons donc au terme de cette conférence et avant de répondre à vos questions, je voudrais très rapidement revenir sur les grands axes que nous avons abordés ensemble lors de cette petite présentation. Évidemment, les ordres de grandeur. On parle très souvent des animaux d'élevage ou même de la pêche dans la cause animale. Et en fait, c'est sans comparaison, sans commune mesure avec les animaux dans la nature qui souffrent chaque année. C'est des milliards pour la pêche et l'élevage, et c'est des milliards de milliards pour les animaux qui vivent dans la nature. Donc évidemment, la priorité de tout défenseur de la cause animale doit être de s'intéresser à cette question de la réduction de la souffrance pour les animaux sauvages. Et ça, il faut l'aborder, il faut le présenter dans le débat public, au travers de quelques initiatives qui peuvent être promues et qui devront avoir lieu demain. On a abordé quelques situations, quelques solutions concrètes. Sécuriser les zones pour éviter les morts accidentelles d'animaux, nourrir les prédateurs avec de la nourriture végane, ça semble logique évidemment pour tout antispéciste. Reprogrammer génétiquement les espèces pour qu'elles n'aient plus besoin, qu'elles n'aient plus l'instinct de chasser. Et puis, pour réguler les populations de proies, évidemment, ça passera par une contraception, une stérilisation. En dernière diapo, je voulais vous laisser avec cette phrase de notre ami Borian Somatic, qui a dit régulièrement au cours de sa carrière et qui a synthétisé cette pensée avec cette phrase. Je pense que ne pas agir pour aider nos semblables à l'état sauvage serait une grave erreur. Ce serait ignorer cette possibilité incroyable que nous avons de remplacer cette nature aveugle, sans pitié et indifférente, par le meilleur de ce que l'empathie humaine peut offrir. Je vous remercie pour votre attention et puis on va bientôt passer aux questions. Merci. Merci. Je crois qu'il y a un micro qui a commencé à circuler. Voilà, on va avoir une première question. Allez-y, mademoiselle. Alors, sans parler du coût gigantesque de tout ça, à l'heure où on ne parvient même pas à financer des crapauducs, vous n'avez pas peur qu'en jouant à Dieu de cette façon, vous fassiez courir le risque de tout détraquer sans retour en arrière possible? Car après tout, l'erreur est humaine. Est-ce que ce ne serait pas une trop grande responsabilité? Oui, mais alors non, justement, c'est notre responsabilité, comme vous le dites. C'est la responsabilité de l'espèce humaine. Je reviens à mon exemple de tout à l'heure. Vous savez, tout à l'heure, on était sur la diapo avec l'Erythimoc. Si jamais il y avait une créature extraterrestre qui pouvait régler tous nos problèmes de famine, nos problèmes de maladie, etc., si elles en avaient cette capacité, qu'est-ce qu'on attendrait d'elles? On attendrait qu'elles le fassent. Eh bien, c'est exactement ce que les animaux sauvages se disent de nous. On a les capacités techniques de résoudre leurs problèmes. Tout ce qu'on a à faire, c'est le faire, régler enfin ce problème éthique qui est majeur pour notre civilisation. Donc évidemment, c'est plutôt notre responsabilité et c'est plutôt irresponsable de ne pas le faire. Oui, monsieur, allez-y. Oui, mais à chaque fois qu'on a tenté d'intervenir dans les écosystèmes, ça s'est soldé par un échec cuisant. Et les conséquences, on les paye encore aujourd'hui. Alors, pour le mieux, ce serait pas d'essayer d'avoir le moins d'impact possible? Alors, la grande différence, c'est que là, pour la première fois, on ne va pas le faire pour notre profit ou pour notre plaisir, on va le faire par empathie. Et ça, déjà, ça va tout changer. Et ensuite, vous dites qu'on perturbe et qu'on ne fait rien de bien, mais regardez, vous nourrissez bien les oiseaux de votre jardin en hiver, leur jetez des graines. Bon, et bien finalement, nourrir les lions avec des croquettes véganes, c'est pas si différent. Mais d'après votre raisonnement, le plus important pour les animaux, c'est de ne pas souffrir. Ok, mais dans leur milieu naturel, ils peuvent souffrir de faim, de froid ou de blessures. Alors ça veut dire qu'il faut placer les animaux à l'abri dans des aquariums, des zoos, même des cirques? Oui, bien sûr, ça c'est une éventualité que nous avons envisagée. Nous avons d'ailleurs calculé une probabilité. Alors même si toute statistique est subjective évidemment, on est parti sur un P supérieur ou égal à 0,5 et on a calculé le fait que l'absence de liberté soit une souffrance supérieure à l'insécurité. Et d'après nos calculs, c'est à peu près ça, c'est-à-dire qu'on pense qu'il est préférable de les extraire de cette nature d'une cruauté abjecte, même si cela doit les priver d'une certaine liberté. Oui, pardon monsieur. Vous semblez minimiser l'influence de la prédation et de la mort prématurée de certains individus dans les mécanismes évolutifs. Ok, mais
Sans cela, il n'y aurait plus vraiment de sélection naturelle. Vous supprimez donc une des forces évolutives majeures. Cela veut dire que la biodiversité actuelle serait figée pour toujours ? C'est ça l'idée ? Est-ce que c'est pas, en quelque sorte, mettre sous une espèce de cloche de verre le vivant ? Non, parce que justement, encore une fois, monsieur, excusez-moi, mais vous accordez trop d'importance à la biodiversité. C'était sur une diapo que j'avais abordée tout à l'heure. Voilà. Elle n'est pas toujours souhaitable, cette biodiversité. Et d'ailleurs, elle n'a même pas d'intérêt en soi. Ça peut même être un problème, cette biodiversité. Regardez, cet exemple est parlant. Et puis, il est clair. Vous êtes seul avec votre amoureuse sur une plage, la biodiversité est très faible, mais vous êtes bien. Vous êtes des milliers, la biodiversité va être haute, mais quel intérêt, quelle pertinence finalement ? Non. La seule question réellement qu'on doit se poser, c'est la question de la sentience et de la souffrance de ces animaux. La biodiversité n'a pas d'intérêt en soi. Question suivante, je crois qu'il y avait la dame dans le fond qui demandait la parole depuis un petit moment. Allez-y, madame, oui. Mais imaginons qu'on arrive, par exemple, à nourrir tous les prédateurs avec une alimentation végane. La prédation chez les animaux n'a pas qu'un rôle nutritif. Enfin, je ne pense pas vous l'apprendre. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait du rôle social, par exemple ? On sait bien que la chasse structure les groupes d'animaux, elle stimule la sexualité, elle permet la cohésion, et donc finalement, la survie de ces animaux. D'ailleurs, on voit tous les problèmes rencontrés par les zoos qui ne nourrissent leurs animaux qu'avec des cadavres. Ouais. Alors, pour répondre à ça, on avait une première idée. On pensait, en fait, placer la nourriture végane dans des robots, dont les déplacements pourraient simuler les agissements des vraies proies, et ça pourrait un peu stimuler les prédateurs. Bon, en fait, il s'avère que ça serait un peu cher, un peu difficile à réaliser. Du coup, là, on s'est plutôt arrêté sur l'idée d'une reprogrammation génétique globale, c'est-à-dire, finalement, faire que ces prédateurs n'aient plus besoin, n'aient plus l'instinct, n'aient plus de nécessité de chasser, ni pour leur vie sociale, ni pour leurs besoins primaires, etc. Enfin, reprogrammer génétiquement, vous voyez déjà la réticence des gens à accepter de cultiver du maïs OGM ou même la sélection génétique en élevage. Alors, comment est-ce que vous pensez rallier la vie populaire en manipulant l'intégralité du vivant finalement ? Et oui, mais non, mais la grande différence, où est-ce qu'elle est ? C'est que là, pour la première fois, on ne va pas le faire pour des raisons économiques ou on va le faire par empathie. Pour le bien, finalement. Et ça va tout changer. Pour l'acceptation du public, ça va tout changer. Oui, d'accord, mais bon, dans tous les cas, vous savez bien qu'il n'existe pas de gène de la prédation. Ce sont des comportements qui sont à la fois innés, acquis chez ces espèces. Donc votre idée de manipulation génétique, là, elle est illusoire, en fait, parce qu'elle se heurte vraiment au fait que les comportements animaux ne sont pas tous commandés par des gènes. Enfin, ce ne sont pas des robots. Oui. Alors dans ce cas, il faudra quelque part réguler ces espèces, quoi. Il faudra trouver une autre solution, voilà. Peut-être par de la régulation. Attendez, vous voulez dire que vous voulez éliminer ces espèces ? Alors, on ne va pas employer le terme éliminer, mais c'est vrai que par un mélange de contraception, de stérilisation, voire même de prélèvement dans certains cas, il va falloir réguler ces populations. Ça, c'est inévitable. Mais on sait ce qu'on fait, je veux dire. Et c'est pas parce que c'est compliqué qu'il ne faut pas le faire. De toute façon, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que le mieux est l'ennemi du bien. Oui, on vous écoute. Mais du coup, pour revenir sur votre exemple du lion, techniquement, d'un point de vue de la souffrance de ses nombreuses proies, et en suivant votre théorie, il vaut mieux un lion mort qu'un lion vivant. Donc vous n'êtes pas vraiment opposé au safari et au braconnage ? Vu que pour une vie prise, ça en épargne bien d'autres. Ouais, on va peut-être pas rentrer sur un sujet polémique comme celui-là, mais c'est compliqué en tant qu'antispéciste de reconnaître que certains prélèvements, sur le papier en tout cas, si on fait vraiment le calcul, si on regarde la valeur d'une gazelle moyenne, elle équivaut à la valeur d'un lion moyen. Donc concrètement, sur le nombre de proies, ça va l'empêcher de chasser. C'est vrai que d'un point de vue de la souffrance, c'est plutôt bénéfique de faire certains tirs. Mais voilà, on a peut-être un peu du mal à en parler, mais on va prendre une autre question, peut-être. Allez-y, je vous écoute. Mais monsieur le râtelier, vous parlez de la valeur
de vie d'un lion moyen et d'une gazelle moyenne. Comment faites-vous pour estimer la valeur de cette vie? Vous vous basez sur quels critères? Ah, ça, on l'a vu tout à l'heure hein, dans la diapo. Je ne sais pas si vous avez tout suivi, mais c'était la diapo de tout à l'heure. Je pense qu'elle était assez claire, mais on peut y revenir si vous voulez. Voilà, c'était cette diapo-là. Oh, c'est vrai qu'on a passé du temps sur ce graphique, donc c'est peut-être important. En fait, on va d'abord regarder les grands groupes. Donc là, on est sur des mammifères, pour gazelle, lion. On a mesuré la sentience de ces animaux, et puis on va appliquer la formule. Donc la formule, elle se base sur la sentience, l'intelligence. C'est ce qui fait qu'on ne classe pas les animaux par espèce. Attention, une gazelle surdouée va pouvoir dépasser une gazelle moyenne. D'accord? Donc c'est vraiment l'intelligence de l'individu qui compte. Donc par des tests, etc. évidemment. La souffrance causée par l'animal sur les autres espèces, et son espérance de vie, puisque ça s'ajoute évidemment. Plus il va vivre longtemps, plus il va causer de souffrance. Ça nous permet d'avoir un résultat que l'on compare à l'équivalent renard moyen, qu'on avait vu tout à l'heure, c'est le RN, le fameux. Et puis ça nous donne... Alors, sur la gazelle et le lion, on est aux alentours de 40,16, c'est-à-dire des valeurs qui sont proches. C'est des valeurs qui sont sans unité, hein, on y tient, mais 40,4. Voilà. Donc la valeur d'une antilope moyenne d'un lion moyen s'équivalent à peu près. Monsieur, oui, vous avez le micro, on vous écoute. Vous avez parlé des grands prédateurs, et principalement des lions. Mais que faites-vous des animaux qui sont à la fois proies et prédateurs? C'est-à-dire la majorité des espèces pratiquant la prédation, au final. Ouais, alors là-dessus aussi on y travaille, hein. Évidemment on n'a pas laissé ça de côté. En fait on voudrait, sur ces espèces qui sont intermédiaires, donc vous avez raison, hein, il y en a un grand nombre, on voudrait appliquer un modèle théorique qui est bien connu des physiciens, donc quelque chose de très pratique, hein, de très réaliste, c'est le modèle du chat de Schrödinger. Donc ce qu'on aimerait faire, c'est pouvoir que ces prédateurs, ces proies prédateurs, enfin ces espèces intermédiaires, soient à la fois des prédateurs morts, des prédateurs vivants, qui causent de la souffrance ou qui n'en causent pas. Donc là, on est en train de fabriquer les boîtes pour commencer. Donc on fait des boîtes adaptées à la taille de chaque prédateur. Et puis on va comme ça pouvoir les placer à l'intérieur. Donc on aura un prédateur mort ou vivant. Et du coup, on pourra limiter la souffrance comme ça de ces espèces. Donc quand on ne veut pas qu'elles causent de souffrance, elles seront dans la boîte ou hors de la boîte. Voilà. Mais il y a des astrophysiciens qui travaillent là-dessus. Il faut regarder leurs travaux. C'est très intéressant, évidemment. Oui, vous avez toujours le micro. Si vous voulez poser une deuxième question, allez-y. Donc par exemple, les grands singes, qui ont quasiment tous des comportements de prédation. Les orang-outans, les chimpanzés. Que faut-il faire avec ces espèces? Alors, encore une fois, j'ai l'impression que vous n'avez pas assisté à la conférence. Vous raisonnez encore en termes d'espèces. Vous êtes encore dans une pensée spéciste. Nous, on raisonne en termes d'individus. Donc, les individus qu'il faut écouter, c'est les proies de ces espèces-là. C'est les rongeurs, c'est les oiseaux qui vont être chassés par ces grands singes. C'est eux qu'il faut soulager en priorité, en intervenant, évidemment, et en les protégeant. Alors, je précise aussi, puisqu'on parle d'orang-outan, que par exemple, si on régule les populations d'orang-outans, ou si on règle la question de cette espèce-là, finalement, il n'y a plus de problème à l'utilisation, à la production d'huile de palme. Oui, allô. Donc ça peut être aussi un avantage économique pour l'homme. Voilà, donc ces forêts, d'ailleurs, tant que je suis sur les forêts, rappelons, ça on l'a déjà précisé, s'il y avait une diapo là-dessus, les zones déforestées, bétonnées, urbanisées, contiennent finalement moins de souffrance qu'une forêt primaire. Donc, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui ne l'est pas, voilà. Il ne faut pas raisonner en ces termes-là. Vous êtes encore un petit peu trop obstrué là, dans votre pensée. Monsieur, allez-y. Ouais, et pour les espèces parasites, et celles qui vivent en symbiose avec des prédateurs, elles vont disparaître aussi, du coup? Alors, indirectement, oui, mais on travaille là-dessus. Alors, il y a par exemple notre ami Borean Somatic, dont je vous parlais tout à l'heure dans ma conclusion, qui travaille en partenariat avec la NASA et qui bosse actuellement sur un projet d'hôte artificiel pour ces parasites. Alors j'ai un plan qu'il m'a envoyé la semaine passée, je vais vous le montrer. Alors, il faut juste que... voilà, c'est ce plan-là. Ok. En fait, ce sera un module qui viendrait s'ajouter à la Station Spatiale Internationale. Ce module, de quoi il est composé? C'est concrètement un tube digestif de synthèse, d'accord, artificiel, qui pourrait accueillir les parasites que vous connaissez. Donc voilà, les ténias et tout un tas de vers parasites qui pourraient donc vivre ici grâce à la biomasse produite par cette pile qui générerait du glucose en continu. Et puis on aurait un système de recyclage de déchets. Donc ça permettrait, cet hôte artificiel, de pouvoir donner un cadre de vie, un milieu de vie à ces espèces-là sans avoir besoin de maintenir en vie des prédateurs sur Terre. Donc ça règle finalement le problème. Donc ça c'est le projet Star Digest
qui est développé par notre ami canadien. Voilà, je vous invite à aller voir sur son site, il y a pas mal d'infos là-dessus, vous aurez une vidéo de présentation. Et vous l'avez dit vous-même, sans prédateurs, il faudra réguler nous-mêmes les populations de proies. Vous parlez de contraception pour les gazelles. Ah, très bien, mais expliquez-nous un peu comment vous comptez stériliser les bancs de harengs ou les colonies de criquets. Alors, c'est vrai que c'est passionnant, mais ce sera principalement par bateau ou par avion. Donc, c'est-à-dire des épandages massifs de contraceptifs. À moins qu'on arrive, là on a un collègue chilien qui bosse là-dessus, c'est la fabrication de mini sous-marins contraceptifs. Donc, qui pourraient voilà, aller au fond des océans, pouvoir cibler certains prédateurs et pouvoir les stériliser. Donc là, on bosse aussi là-dessus, c'est un sujet évidemment qui est passionnant. Mademoiselle, allez-y. Mais est-ce que la souffrance, elle n'est pas inhérente à la vie? Est-ce que c'est vraiment judicieux de chercher à les séparer totalement? Je veux dire, je sais pas moi, même donner la vie fait souffrir la mère. Et c'est comme ça que la vie s'est construite. Oui, sauf que depuis, on a inventé la péridurale. Voilà. Mais dans le monde spéciste dans lequel nous vivons, nous la réservons aux femmes, uniquement. Il faut étendre ça aux animaux non humains. Bien sûr, c'est la priorité. Et concrètement, ça va se passer comment? Est-ce que vous voulez créer des postes, je sais pas, d'anesthésistes pour la mise bas des écureuils? Et puis pourquoi pas aussi distribuer des antidouleurs aux animaux qui auraient des rapports sexuels un peu violents, je sais pas. Mais justement, on y réfléchit très sérieusement, évidemment. Alors, outre les emplois que cela va créer, il y aura besoin, évidemment, de petites mains. Alors, même si on pourra robotiser une partie de ces contraceptions, de ces stérilisations, anesthésie, on aura besoin, évidemment, d'emplois humains pour pouvoir faire ça. Mais on y réfléchit. Et encore une fois, je tiens à le préciser, parce que peut-être que vous pouvez trouver ça amusant, mais c'est pas parce que c'est compliqué, que c'est difficile à conceptualiser, à mettre en œuvre, qu'il ne faut pas y réfléchir. Voilà, encore une fois, hein, le mieux est l'ennemi du bien, donc il faut essayer. Voilà. Et nous, on pense savoir le faire. Ok, allez-y. Oui, monsieur, c'est encore moi. Une autre question. Il me semble que vous avez tout à l'heure montré une diapositive où vous souhaitiez aller plus loin, par exemple, en essayant d'éviter les morts accidentelles par chute ou par température extrême, la chaleur, le froid, et même la faim. Ça irait vraiment jusque-là? Évidemment. Mourir de froid, mourir même de chaleur extrême, mourir de faim, est-ce qu'il y a rien de pire finalement? Imaginez-vous dans cette situation. C'est vraiment une souffrance extrême. On ne peut pas imaginer pire que ça. Donc, il faut y réfléchir, évidemment. Et protéger les zones dangereuses, réguler aussi la température de certaines zones, par chauffage ou par climatisation. Ça peut aussi s'imaginer pour évidemment limiter la souffrance de ces animaux. Bien sûr, oui, on l'envisage. Quoi? Non mais, n'importe quoi. Non mais je crois rêver. Est-ce que vous avez conscience qu'en faisant ça, vous allez priver les décomposeurs d'une immense quantité de biomasse? Dans la majeure partie de la matière organique qui est à la base de la formation des sols? Vous connaissez votre sujet? Je pense que je le connais un peu mieux que vous quand même. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on fera comme en agriculture. C'est-à-dire qu'on pourra amender le sol avec des engrais de synthèse. Je veux dire, on le fait. On met des granulés d'engrais de synthèse. On pourra le faire en forêt, dans la jungle, en prairie, etc. Et ça, il n'y a pas de souci. On pourra épandre de l'engrais phosphaté. Ça, c'est pas un problème. Techniquement, ça se résout. Mais vous, j'ai l'impression que vous avez un blocage avec cette idée de pouvoir réduire la souffrance des animaux. Non, je sais pas. Bien, on va terminer cette séance de questions-réponses. Je vais en prendre encore une ou deux. Peut-être qu'on pourrait éclairer la salle. Je sais pas, Damien, si tu peux peut-être juste éclairer, parce que ça commence à être un peu sombre. Voilà, peut-être mieux pour la captation. Donc du coup, oui, allez-y, vous aviez une question. Vous savez que les scientifiques ont encore beaucoup de mal à décrypter la complexité des réseaux trophiques. Supprimer des niveaux entiers de ces réseaux pourrait avoir des conséquences dramatiques. La matière organique dont on parlait est recyclée par des bactéries en matière minérale, qui est elle-même utilisée par les végétaux. Ces mêmes végétaux qui nous permettent, par exemple, d'avoir une atmosphère respirable. C'est quand même pas rien. Nous permettre. Vous voyez, dans votre question, il y a le nous. C'est-à-dire que vous raisonnez encore dans une vision anthropocentrique finalement. C'est l'espèce humaine avant tout. Je suis désolé, mais si nos interventions venaient à mettre à mal la photosynthèse des végétaux et faisaient que notre atmosphère ne soit plus respirable, quand bien même, on pourrait porter des scaphandres.
Il y a des tas d'astronautes qui vont dans l'espace, ils portent des scaphandres, ça ne leur pose pas de problème. Les gens veulent coloniser Mars, porter des scaphandres. Vous avez un problème avec les scaphandres? Ça vous pose souci que les gens portent des scaphandres? Non. Donc voilà, il y a des solutions techniques. Encore une fois, les blocages sont purement psychologiques. C'est ce qu'il faut dépasser. Donc madame, vous avez encore une question, apparemment ça sera la dernière, parce que voilà, il commence à se faire tard, donc on vous écoute, allez-y. Oui, c'est encore moi, pardon, j'ai encore une question. J'ai vu quelque part, alors c'est peut-être sur votre site, qu'en fait, il y avait moins de souffrance dans un parking bétonné que dans une prairie. C'est normal, puisqu'il n'y a plus du tout de biodiversité dans un parking, en fait. Donc, du coup, en suivant ce raisonnement, comme on veut éradiquer toute la souffrance de la planète, est-ce que le plus simple, le plus efficace, ce serait pas de finalement supprimer complètement la vie ? Alors, je suis très content que cette question, elle émane spontanément, comme ça, du public. Évidemment, évidemment. Je veux dire, ça fait 10 ans, plus de 10 ans, que tout un tas de scientifiques travaillent sur ce sujet. On est arrivé à la même conclusion que vous l'imaginez bien. La souffrance est indissociable de la vie. Et c'est pourquoi tous les scientifiques, tous les chercheurs qui travaillent sur la question de la réduction de la souffrance des animaux sauvages, on a décidé d'aller enfin au bout de nos idées, au bout de notre logique. Vous qui êtes dans cette salle ce soir, vous allez assister à une grande première. Vous allez faire partie de privilégiés qui vont comprendre le jalon que nous, antispécistes, nous allons poser dans l'histoire de l'humanité. En effet, nous avons décidé de prendre la plus grave et la plus importante de toutes les décisions. Le projet Star Digest dont je vous parlais n'était qu'un leurre, une supercherie pour tromper la vigilance de la NASA. C'est en réalité une bombe nucléaire de 50 mégatonnes que nous avons réussi à dissimuler dans ce module. Le lancement a eu lieu la nuit dernière. L'appareil s'est arrimé à la Station Spatiale Internationale. Il se trouve actuellement à 400 km au-dessus de nos têtes. Son explosion fera disparaître en un instant toute trace de vie sur Terre et dans les océans, et réglera ainsi définitivement le problème de la souffrance animale. Alors je vais maintenant me connecter au satellite afin de pouvoir déclencher la charge atomique. Évidemment, cela va causer une souffrance, mais momentanée, négligeable, par rapport à l'accumulation de souffrances qui pourrait continuer sur Terre pendant encore toute une éternité. Il fallait que nous intervenions, il fallait que nous trouvions cette solution. Vous allez donc assister à l'acte le plus altruiste de toute l'histoire de l'humanité. Une action désintéressée et préoccupée simplement par le bien-être de tous les habitants de cette planète. Aujourd'hui, nous allons donner un sens au mot éthique. Aujourd'hui, nous allons nous comporter comme de vrais humains. Il en sera fini de cette nature cruelle et de ces malheurs quotidiens. Fini la faim, le froid, les maladies. Terminez les deuils et les agonies. Nous entrons dans un monde éthéré et minéral. Un monde juste et sans souffrance. Avant que j'appuie sur ce détonateur, si quelqu'un dans cette salle veut dire un dernier mot. Oui, c'est pas juste un peu con tout ça. Non mais tu t'emmerdes tant que ça dans ton boulot pour nous pondre un truc pareil. C'est stupide du début à la fin. Non seulement c'est dangereux et inapplicable, et en plus tu nous fais tous passer pour des abrutis. Alors déjà qu'on nous harcèle avec ces histoires de vitrines, maintenant va falloir qu'on explique pourquoi tous les véganes ne sont pas pour les safaris et la disparition des grands singes. Alors un conseil, apprends à lire des études scientifiques et à respecter le boulot des milliers de chercheurs qui bossent sur ce sujet complexe. Mets-la en veilleuse, ça nous fera un bien fou. Toi qui te préoccupes tant de la souffrance des autres.
Bien. It's the final countdown. The final countdown. The final countdown. Final countdown. Tiens, petit, toi qui es resté jusqu'au bout, viens, viens, viens. Je vais t'expliquer quelque chose. Tu sais, tout à l'heure, on parlait de la stérilisation des poissons dans les océans. Je vais t'expliquer très rapidement, concrètement, comment ça va se passer. En fait, on est en train de mettre au point une série de robots fabriqués avec des nanotechnologies qui vont remplacer le phytoplancton dans les océans et qui vont stériliser les poissons une fois qu'ils seront ingérés par eux, stériliser les poissons de l'intérieur. Tu vois? Alors, ces robots, on va les libérer, du coup, dans l'eau des océans, tu vois, donc ils seront invisibles, mais les poissons vont les manger avec leur nourriture, et du coup ça va les stériliser, donc il n'y aura plus de problème à supprimer les prédateurs, puisque finalement on va réguler les populations de proies, tu vois. Donc on travaille là-dessus actuellement avec des chercheurs, c'est très sérieux évidemment, donc si tu veux en faire partie, proposer des choses pour nous aider, n'hésite pas surtout.